Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur l'invention de la démocratie dans le monde antique et plus particulièrement sur le chapitre 2, Citoyenneté et démocratie à Athènes, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Au 5e siècle, la Grèce c'est un monde de cités-États, c'est-à-dire des cités qui sont indépendantes les unes des autres et qui ont une forme de gouvernement qui est parfois différente. Vous pouvez voir ça dans votre manuel, page 38-39. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Athènes, donc la cité à laquelle on va s'intéresser au cours de ce chapitre, Athènes domine une partie du monde méditerranéen, et donc, à ce titre, est une des cités les plus importantes au 5e siècle. Une cité, c'est à la fois donc, un centre-ville, qui est souvent le centre du pouvoir politique, entouré souvent de murailles, et par ailleurs, la campagne qui nourrit cette cité. Donc c'est à la fois la ville et le territoire qu'elle domine. Ce qu'on va se poser comme question au cours de ce chapitre, c'est comment s'organise et s'incarne la citoyenneté et la démocratie à Athènes. Donc la citoyenneté, c'est l'appartenance à une cité. Qu'est-ce que ça implique en termes de droits et de devoirs? Et la démocratie, c'est un mode de gouvernement qu'il faut savoir définir. Tout d'abord, on s'était intéressé à la question de qui était citoyen, qui ne l'était pas, et comment on le devenait. Comment devient-on citoyen? D'abord, la citoyenneté, à Athènes, a été mise en forme par les réformes de Clisthène, qui a notamment instauré ce qu'on appelle l'isonomie. C'est une notion importante à connaître, c'est-à-dire l'égalité politique entre les habitants, entre les citoyens athéniens, notamment entre les citoyens hommes. Vous vous rappelez, on avait fait une activité sur la citoyenneté à partir d'un texte, on avait essayé de dégager qu'est-ce qui faisait d'un jeune homme un citoyen. Donc on avait vu notamment qu'il fallait avoir 2 parents athéniens pour être soi-même athénien, mais que ça ne suffisait pas. Il y avait un certain nombre de rituels, notamment pour les hommes, ce qu'on appelle l'éphélie. Cette citoyenneté, une fois acquise, elle implique des devoirs. Devoirs qui étaient au nombre de 3, même si on peut en définir d'autres, mais 3 principaux: la défense de la cité, le respect des lois, des règles de la cité, et le respect de la religion. Donc, pour être citoyen de plein droit, et notamment ce qu'on avait vu avec les phébis, ça ne concerne que les hommes. Néanmoins, les femmes à Athènes sont aussi considérées et se considèrent elles-mêmes comme des citoyennes, même si on va le voir par la suite, elles n'ont pas de droit politique, dans le sens où elles ne peuvent pas décider des affaires de la cité et décider des lois, par exemple. Néanmoins, on leur reconnaît un rôle, à la fois un rôle domestique, c'est-à-dire dans la maison, et un rôle religieux. Autre composante de la cité, ce sont les esclaves. Les esclaves, ils sont à Athènes entre 100 000 et 150 000, selon les époques et selon les estimations. Donc ils sont quasi majoritaires, représentent environ 40% des habitants d'Athènes. Et donc, ils sont indispensables au fonctionnement d'Athènes à 2 titres. D'abord, ils servent aux travaux, c'est-à-dire qu'ils servent les citoyens athéniens, notamment les plus riches, et à ce titre, ils sont considérés comme des animaux. Autre élément, donc ils sont indispensables au fonctionnement de la cité parce qu'ils permettent la survie des citoyens, ils travaillent en fait pour les citoyens, et d'autre part, ils permettent aux citoyens de dégager du temps, à la fois pour la défense de la cité, on l'a vu, donc le service à l'armée en cas de guerre, etc., mais également du temps pour s'occuper de politique, c'est-à-dire la gestion de la cité à proprement parler, les délibérations, etc. Enfin, autre composante de la cité, les métèques, qui sont eux aussi assez nombreux. Mais les métèques, ce sont des étrangers qui disposent de quelques droits au titre de leur accueil dans la cité, mais qui ne disposent pas de droits politiques dans le sens où ils ne peuvent pas participer aux délibérations. Mais, ceci dit, ils ont une importance notamment économique en tant qu'artisans, commerçants, etc. Donc ils sont extrêmement présents aussi dans la cité, et notamment dans la cité d'Athènes. Grand 2, le métier de citoyen.
qu'est-ce que ça implique désormais d'être citoyen? Alors, à Athènes, les citoyens sont 40 000, les 40 000 citoyens hommes peuvent participer à l'Ecclésia, et donc à ce titre, ils participent à ce qu'on appelle une démocratie directe, parce que dans une grande partie des cas, ils vont décider eux-mêmes et directement, en votant directement les lois, sans avoir d'intermédiaire. Contrairement aux démocraties modernes, notamment avec ce qui se passe en France, où on a une démocratie dite représentative. Donc ici, je vous engage à revoir la vidéo qui nous avait permis de construire ce schéma. Donc toutes les assemblées et institutions sont à connaître. Ce qu'il faut retenir comme idée principale, c'est bien la séparation des différents pouvoirs et des éléments qui permettent de contrôler ces différents pouvoirs. Donc il y a des mises en place de contre-pouvoirs à Athènes qui permettent un équilibre de la démocratie. Et en fait, la démocratie se protège systématiquement d'un excès de pouvoir des magistrats, par exemple, notamment des stratèges. Un élément à connaître aussi, c'est l'exclusion de la cité pour 10 ans en cas justement de suspicion de prise de pouvoir trop importante. En tout cas, quelqu'un qui deviendrait dangereux, qui prendrait trop de pouvoir au sein de la cité, qui pourrait éventuellement du coup prendre le pouvoir seul et donc remettre en question le régime, et bien, il y a des mesures pour l'éloigner de la cité, ce qu'on appelle l'ostracisme. Alors, une partie de la cité ne participe pas directement à l'élaboration des lois, donc seuls les hommes le font, les hommes citoyens. Les femmes, donc les citoyennes, les enfants, les métèques et les esclaves, eux en sont exclus. Mais a priori, ils participaient à des cérémonies religieuses, et donc ça montrait symboliquement leur appartenance au fonctionnement de la cité. Donc les fêtes au sein de la cité, elles permettaient ça. Autour de la religion qu'on appelle civique, mais en fait se rassembler toutes les composantes de la cité, même si tous n'avaient pas le même rôle, notamment politique. Donc ici, vous avez une représentation de la fête principale à Athènes, ce que sont les Panathénées. Donc c'était une longue procession qui déambulait dans la ville, pardon, et qui se terminait par une cérémonie religieuse de sacrifice devant le temple d'Athéna, le Parthénon. Ici, vous en avez des représentations. Donc, la démocratie, elle est aussi critiquée. Elle est critiquée pour de nombreuses raisons, on va le voir. Mais d'abord, le choix du régime. Dans la pensée grecque, il existe plusieurs types de régimes possibles. Et on les confronte, on les compare souvent pour essayer de voir quel est le meilleur des régimes. Donc, les régimes qui sont à connaître, c'est d'abord l'oligarchie, le gouvernement des meilleurs, entre guillemets, la monarchie, le gouvernement d'un seul, d'un roi, et enfin la démocratie. La démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Demos, c'est le peuple, et Kratos, le pouvoir. Donc, ce choix démocratique, qui est celui d'Athènes, il est sans cesse remis en question. Et ça fait bien partie de la démocratie, c'est le propre en fait des démocraties, d'accepter en leur sein la critique. Cette critique, elle s'exerce notamment au théâtre. Le théâtre, c'est un lieu de débat, où on va confronter ses opinions politiques, où les hommes politiques aussi vont être moqués. Vous le voyez, le théâtre de Dionysos ici est à la fois un symbole de la puissance d'Athènes, parce qu'il est très important, mais il est aussi important parce que justement, il est au cœur de la cité d'Athènes, au cœur du fonctionnement démocratique. On confronte ses idées, on remet en question son modèle au théâtre. C'est pour ça qu'il a une importance à la fois symbolique et physique, comme vous le voyez ici. À la fin du 5e siècle, l'amphithéâtre pouvait contenir environ 17 000 personnes, donc une part très importante des citoyens qui pouvaient prendre part au spectacle et ainsi discuter de la démocratie, des hommes politiques, etc. Ce régime démocratique, il est également remis en question par deux fois au cours de la période.
En 411 avant Jésus-Christ et en 404 avant Jésus-Christ, on a ce qu'on appelle deux épisodes oligarchiques, c'est-à-dire que la démocratie est mise de côté, on a la prise du pouvoir par un petit nombre, plus petit nombre en tout cas, mais à chaque fois, les citoyens athéniens vont remettre en place un régime démocratique. Néanmoins, à la fin de la période, une fois qu'Alexandre aura conquis Athènes, la démocratie sera remise en question définitivement, et cette fois, c'est la fin du régime démocratique athénien tel qu'on l'a connu et tel qu'on l'a décrit dans ce chapitre. Conclusion. Ce qu'il faut retenir donc de ce chapitre, c'est que la démocratie est un régime qui est particulier, qui naît en partie en Grèce, et notamment à Athènes, où elle s'exprime. C'est un régime néanmoins qui accepte la critique, même s'il est souvent remis en question. C'est un régime donc qui accepte en son sein la critique, qui a des opposants, mais qui exclut aussi. C'est un régime dont la majorité, en fait, est exclue de la décision politique, que ce soit les esclaves, les métèques ou les femmes, sans compter les enfants. Enfin, dernier point, il faut aussi prendre en compte que cette citoyenneté était fermée. Il est très difficile de devenir citoyen athénien sans être de parents athéniens. Donc c'est une citoyenneté fermée, contrairement à celle qu'on a vue au chapitre suivant, la citoyenneté romaine.